Je te remercie beaucoup, Alexandra. Je vous propose donc qu'on passe directement à l'intervention d'Emmanuel, puis on prendra l'intervention de Sébastien, et à l'issue de ça, on pourra ouvrir un espace pour les échanges. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, un mot de remerciement pour avoir suggéré d'intervenir dans cette table ronde, en particulier Paul-Loup Dubuc, merci. Alors, je ne suis pas un économiste de la santé, je ne suis pas un économiste du travail, je suis là simplement parce qu'à une époque, je me suis intéressé à l'éthique du care. Et je trouve que l'éthique du care est intéressante parce qu'effectivement, elle peut poser un certain nombre de questions autour de cette question de la dépendance, notamment parce que c'est une éthique qui a évoqué la question de la vulnérabilité. Et une des rares à le faire, alors vulnérabilité de l'humain, de l'enfant qui est à naître, mais aussi évidemment un parcours de vulnérabilité qui nous touche tous. Donc, j'ai travaillé sur l'éthique du care et j'ai essayé de regarder dans quelle mesure cette éthique pouvait modifier la façon dont les économistes travaillent. Là, c'est pas de ça dont je vais vous parler, c'est plutôt sur titre générique de l'économie du care, l'économie du soin, envisagée comme un secteur d'activité qui a un certain nombre de caractéristiques et qui est notamment invisible. Alors je vais commencer simplement par souligner quelque chose que vous connaissez déjà très bien, c'est à savoir que voilà, j'ai vu cet article de Michel Delaunay dans Le Monde il y a très peu de temps. Elle soulignait tout simplement l'importance du vieillissement en France, avec effectivement 20 millions des 24 millions de personnes qui ont vu le jour entre 46 et 73 qui sont encore en vie. Alors on distingue les oiseaux du matin, les oiseaux du midi, pour distinguer ceux qui sont nés avant 55 et qui sont nés avec après la Seconde Guerre, et puis ceux qui sont plutôt dans la société de consommation. C'est pas ça le plus important. Ce qui est très important pour moi, c'est qu'elle montre que c'est pas une question anodine, c'est une question très centrale. Et moi, j'ai bien aimé effectivement Emmanuel Hirsch a dit ça ce matin, il me semble, c'est que la question de la dépendance, c'est vraiment la question de la société dans laquelle on vit. Je crois que c'est Paul Loup qui a évoqué le cas du Japon. Le Japon, c'est une société qui est très vieillissante, mais visiblement, le Japon fait un peu le choix de l'intelligence artificielle pour s'occuper des personnes âgées. Donc, c'est une façon de régler la dépendance, plus ou moins, mais c'est aussi quelque chose qui nous dit comment on fonctionne dans notre vie et comment on veut se situer par rapport à ça. Donc, c'est comme ça que je le vois. Alors après, je vais être assez modeste dans ma présentation parce que je vais surtout m'épauler d'abord sur un courant en économie qui n'est pas du tout dominant, mais que je trouve important, qui s'appelle l'économie féministe. Alors voilà, vous avez deux économistes féministes, mais il y en a beaucoup. Julie Nelson, que j'aime beaucoup, et puis Nancy Folbre. Et je vais traiter simplement les raisons de la dévalorisation du care, en espérant éventuellement que parce qu'on concerne un peu les raisons, on peut comprendre comment y remédier. Et quand je vais parler de la dévalorisation du care, je vais parler beaucoup ici de la question de la rémunération, c'est-à-dire de la rémunération sous une forme monétaire. Alors vous avez un peu un résumé de ma présentation, en fin de compte, c'est de dire que si ce travail est mal payé, en général, c'est pour 5 raisons importantes. C'est d'abord parce qu'il est féminin, il n'est pas comptabilisé, il se suffit à lui-même, il n'est pas compatible avec le marché. Et puis, le point sur lequel j'insisterai, parce que ça me paraît important, c'est qu'il est conçu de façon duale. Donc, je reviendrai là-dessus. Alors le premier point, il peut être évoqué très rapidement, c'est que effectivement, c'est un travail très féminin et qu'il est mal payé parce qu'en général, les femmes sont mal payées. C'est l'idée effectivement qu'il y a ce qu'on appelle un gender gap. À compétences égales, les femmes sont un peu moins payées que les hommes, parfois nettement moins. Ça concerne les pays occidentaux encore. J'avais été à un congrès sur l'économie féministe qui justement avait insisté sur cette question du gender gap, mais qui le revisitait surtout dans les pays du Sud, parce que ça concerne maintenant beaucoup plus les pays du Sud que les pays occidentaux, mais malgré tout, ça les concerne encore beaucoup.
Donc il existe cette question de l'inégalité, mais qu'on peut reposer aussi sur la question qui fait le CARE, donc les personnes qui sont d'origine de l'immigration. Donc on peut rajouter un certain nombre d'éléments. C'est au moins un des aspects qui est à prendre en compte dans la question de la valorisation. Paula England, qui est une économiste, une sociologue, mais qui appartient à cette mouvance, a pas mal décrit cette question du CARE féminin. Il est féminin, donc il est moins bien payé. Mais j'insiste pas trop sur cette dimension-là. Après, le deuxième point qui me paraît important, c'est le fait qu'il n'est pas comptabilisé. Alors, il n'est pas comptabilisé parce qu'on ne doute pas du tout de l'utilité du travail de CARE, du travail de soins, quelle qu'en soit la nature, que ce soit d'un point de vue de la santé ou de l'aide à domicile, ce qu'il est fait. Mais par contre, il appartient à une catégorie que les économistes appellent être un bien public, parce que le bien public, c'est une activité qui génère des biens collectifs, des biens sociaux, mais qui ne sont pas vraiment pris en compte, parce qu'en général, c'est difficile de les intégrer dans le calcul. On n'arrive pas à exclure notamment ceux qui en bénéficient, et qui en bénéficient notamment sans en payer le prix effectif. Alors, typiquement, un bien public, c'est l'éducation ou c'est la formation. Quand une entreprise forme quelqu'un, ça lui coûte de l'argent, et si cette personne part, eh bien, il y a une autre entreprise qui va en bénéficier et qui finalement n'aura rien payé de ce coût. Même chose pour former des bons parents, pour former des bons enfants. Eh bien, parfois, c'est la société qui en profite ou c'est une structure qui en profite, mais sans qu'elle ait payé le prix. Alors, ça génère des problèmes qu'on appelle dits du bien public, et ça implique qu'il y ait des passagers clandestins. Donc le problème, il est assez général. C'est un problème que les économistes connaissent bien, mais qui n'a pas toujours forcément de bonnes solutions. Alors, bon, j'ai un peu emprunté une phrase de Nelson ici pour dire que le CARE, à mon sens, justement, la question du bien public se pose également pour la dépendance, parce que le CARE, justement, c'est quelque chose qui va contribuer au développement ou tout simplement aux capacités, aux capacités émotionnelles, physiques, intellectuelles des vieilles personnes. C'est ce que Catherine Olivier a dit tout à l'heure, c'est qu'ils ont beaucoup à nous apprendre. Et qu'à partir du moment où on prend soin d'eux, eh bien, ça soulage d'abord ceux qui vont prendre soin d'eux, mais c'est aussi parce que ça réduit leur dépendance, mais parce qu'ils ont beaucoup à nous apprendre, eh bien, il y a une forme de lien de cœur, c'est ce que j'aimerais appeler une chaîne du cœur, en prenant soin des personnes âgées, on prend soin d'autrui, on prend soin des autres, à qui ces personnes âgées peuvent donner quelque chose. Donc, à mon sens, ça serait un petit peu comme la chaîne de gratitude, en fin de compte, quelque chose qu'on ne prend pas trop en compte en économie, mais qui existe quand même. Il y a une chaîne qui fait qu'on redonne quelque chose qui vous a été donné. Et à mon sens, effectivement, ça c'est quelque chose qui est parfaitement négligé, et qui explique effectivement la non prise en compte de ce travail qui est parfaitement invisible, ou en tout cas qui n'est pas facturé véritablement. Ça pourrait correspondre au travail informel qui a été évoqué, c'est ce que disait mon collègue sur la valorisation, c'est ça en fin de compte, on ne le prend pas en compte alors qu'on sait très bien que ça existe. Troisième aspect qui me paraît important, c'est que le care, le soin, alors ça on pourra rediscuter de l'aspect naturel, mais je trouve que le care comporte dès l'origine une forme d'injonction morale. L'éthique du care, elle est vraiment née de la moralité avec des chercheuses comme Gilligan, Carol Gilligan, Joanne Tronto, qui ont beaucoup insisté sur le fait que c'était un devoir moral, en fin de compte, d'aider autrui. Ça faisait partie du souci d'autrui. Quand on prend aussi la racine du care, caritas, en latin, eh bien c'est la charité. Et on est aussi dans cette mouvance. On a l'impression que c'est quelque chose qui est assez naturel parce que effectivement, ça fait partie d'un devoir qui est inscrit dans la société
fait et qu'il a depuis longtemps. Bon, moi, je pourrais rajouter que sur la question du naturel, il y a pas mal de travaux qui montrent aujourd'hui que l'altruisme, c'est aussi un altruisme qui peut être biologique, qui est anthropologique, qui est archéologique même. Hein. On retrouve des traces de cet altruisme dans des sociétés très reculées. Donc, je pense effectivement qu'il y a une forme naturelle qui est reprise par l'éthique du care, hein, comme sous une forme d'empathie. Et c'est ce que vous voyez ici, hein, cette forme d'empathie, elle semble exister très largement, avec l'idée qui est généralement mobilisée que la personne qui reçoit le soin, quelle que soit la nature, le recevra d'autant mieux que la personne est aidante, aimante, dans l'empathie. Hein. C'est vraiment cette idée-là qui est là. Alors, bien, dont acte, et tant mieux, mais si on regarde du côté de la rémunération, ça peut avoir un biais parce que, bon, c'est ce que dit Fabre, le problème c'est que l'aidant, ici, il est prisonnier un peu de cette situation. Hein. On renverse l'idée, il est censé s'occuper de la dépendance, mais c'est lui-même qui est dépendant de la relation affective qu'il a avec la personne qu'il soigne. Parce qu'effectivement, il n'est plus trop en position de mobiliser des augmentations de salaire, il n'est plus trop d'accord pour éventuellement quitter cette personne ou cette relation. Hein. Moi, je pense beaucoup à l'infirmière ici, hein, qui est vraiment dans une relation un peu de dépendance prisonnière de l'amour et de la relation affective qui l'empêche peut-être évidemment de contester, même si les infirmières le font, mais en général, on voit qu'elles le font pour défendre la qualité de leur travail. Donc, c'est une forme d'explication que je trouve intéressante. Mais je crois qu'on peut aller un petit peu plus loin à ce niveau-là, en rentrant dans le cœur de ce que les économistes vont dire. Alors, les économistes, ils sont pas très tendres, hein, et puis peut-être pas très réalistes non plus, parce que en règle générale, quand ils parlent du travail, pour eux, la seule chose qui compte par rapport à une rémunération, enfin ce qui justifie la rémunération, le salaire que vous gagnez, c'est parce que votre travail est désagréable. C'est-à-dire qu'il parle de la désutilité du travail. Il parle essentiellement que de ça. Et vous voyez que, bon, ici c'est une controverse entre un économiste très classique qui a écrit ce premier article que vous voyez. Alors j'ai pas traduit, mais vous voyez qu'il dit la vocation, l'économie de la vocation, et pour quelle raison une infirmière doit être payée. Pourquoi une bonne infirmière, c'est une infirmière qui est pas bien payée. La première raison, c'est qu'il n'y a pas de raison de la payer bien, parce que de toute façon, elle a plaisir dans son travail. Vous voyez l'argument. Et puis il y a un autre argument qui est encore pire que celui-ci, c'est que si effectivement vous payez mieux une infirmière, vous allez faire appel à des infirmières qui sont plus intéressées par le gain, et vous allez évacuer celles qui travaillaient avant pour un salaire, pour le plaisir de le faire. Pour avoir le plaisir d'être infirmière. Donc vous allez faire venir sur le marché des infirmières qui sont plus attirées par le gain, et on a compris que ça, c'était pas une bonne infirmière. Donc c'est ce qu'on appelle ici un effet d'éviction, en fin de compte. Hein. Un bas salaire dissuade les infirmières intéressées. Alors, évidemment, Julie Nelson et Fabre ont tenté de répondre. Alors pour l'anecdote, elles ont écrit au journal Journal of Health Economics, qui est un journal très standard, qui n'a pas voulu leur réponse parce que voilà, l'éditeur trouvait que l'argument de Hayes était très bon. Mais elles ont quand même réussi à faire paraître dans une autre revue une réponse en disant que un argument que je trouve très bon, c'est que finalement on peut débouter l'argument en disant que ce qui est important dans le salaire, c'est qu'il faut que ce salaire soit la reconnaissance du travail effectué, du travail technique, mais aussi du travail qui ne l'est pas, c'est-à-dire de l'activité de care. À partir du moment où on prend ça en compte et qu'on dit à l'infirmière, mais c'est pour ça que tu es payé, bien payé, c'est parce que tu as cette activité de care, eh bien là on n'est plus du tout dans le raisonnement de l'économiste et ça marche plutôt bien. Alors ensuite, ça me permet de faire le pont avec un argument qui est très proche de celui-là, mais qui est un petit peu plus général. C'est le fait de savoir si le care, le soin, peut être compatible avec le marché. Alors ici, on retrouve un argument qui est beaucoup donné par la sociologie ici, qui voit une forme
importante d'incompatibilité entre tout ce qui touche le sentiment, là aussi on en a parlé ce matin, l'émotion et une activité de marché. Alors c'est par exemple, bon, c'est pas tout à fait l'activité de cœur, mais enfin ça fait partie de l'activité de présence à autrui, l'activité qui a été décrite par Harley Hochschild sur les hôtesses de l'air, c'est tout le travail de Eva Illouz sur la question de l'amour, sur les marchandises émotionnelles. En règle générale, ce sont des travaux qui ont quand même tendance à déprécier non pas l'émotion, mais l'émotion dans le marché. Et donc c'est un argument que moi j'entends, mais que je trouve un peu fort, parce que du coup ça donne l'impression que parce qu'une activité est marchandisée, alors il ne peut pas y avoir de care rémunéré, ou qu'à partir du moment où il y a de l'émotion quelque part, ça va mal se passer, parce qu'effectivement ce que dit Harley Hochschild, quand elle a décrit le travail chez les hôtesses de l'air, elle a montré effectivement que c'est le sourire forcé de l'hôtesse de l'air qui conduit à un travail émotionnel, mais qui est parfois proche du burn-out, parce que à la fin de la journée, on en a un petit peu marre de sourire. Et donc, la sociologie a beaucoup insisté sur cet aspect-là, et quelque part, c'est un petit peu dommage, je trouve, parce que l'émotion, ce qui est de l'ordre du cœur, semble impossible dans le marché. Alors, ceci dit, et ça c'est quand même intéressant, c'est le deuxième aspect du slide que je propose, c'est que ça a aussi été évoqué par les économistes du comportement. Ceux qui s'intéressent en économie à la psychologie, toute cette veine, peut-être que vous connaissez autour du Obamacare, par exemple, du nudge, du coup de pouce pour modifier la décision. Ce sont des économistes qui s'interrogent, qui pratiquent des expérimentations. Et c'est une expérimentation qui avait été menée par des chercheurs qui montrent un peu effectivement que intimité ou émotion, c'est pas très conciliable avec marché. Donc c'est toujours la même idée, et je crois que cette idée, il faut quand même l'entendre. Alors ici, le cadre, c'était d'analyser ce qui se passait, comment on pouvait remédier au fait que certains parents arrivent en retard à l'école. Bon. Et l'expérimentation qui a été faite véritablement aux États-Unis, c'était de proposer de les mettre à l'amende. C'est la solution d'économiste la plus récurrente. On fait payer les parents qui arrivent en retard. Sauf que le résultat a été complètement le contraire de ce qui était attendu, c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez une amende pour les gens qui sont en retard, eh bien on observe davantage de retard. Non, le résultat n'est pas bon, mais pour une intuition que vous pouvez avoir vous-même, c'est que en général, si les parents arrivent à peu près à l'heure, c'est parce qu'ils sont guidés non pas par une question financière, mais par une question morale. Parce que ça ne se fait pas de faire attendre les hommes et les femmes qui s'occupent de votre enfant. Il y a donc une vision morale liée à la culpabilité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où vous mettez un mécanisme de marché, eh bien, vous donnez aux parents une justification de leur retard. Donc, vous évincez complètement la motivation morale. Alors, pour la petite histoire, la difficulté, c'est qu'à partir du moment où vous avez mis en place le marché, c'est très très difficile de revenir à des comportements avant. C'est-à-dire, vous supprimez la sanction, bah oui, mais les comportements, ils se sont bien adaptés. Donc ça ne fonctionne plus très bien. Donc, je pense qu'il faut prendre en compte cette difficulté de compatibilité, mais ceci étant dit, je ne suis pas aussi tranché que ça, et je trouve que l'argument qui est donné notamment par les économistes féministes du Caire, que sont Fabre et Nelson et d'autres, et vous voyez le joli titre qu'elles ont donné à leur travail, pour l'amour ou pour l'argent, ou pour les deux. Et moi, je partage plutôt cette idée-là, c'est-à-dire que je trouve que c'est une erreur de vouloir séparer forcément ce qui a trait à l'argent et à l'amour, ou en tout cas de dissocier, parce que ça ne rend pas service du tout à ce travail de care. Ça fait référence à un travail qui est beaucoup plus large, qui tente à évoquer une économie très standard, qui serait associée à la question du marché. Vous pouvez voir intervenir la question de la rationalité, de l'intérêt personnel, etc. Et puis de ce qui serait notre vie intime
ou qui tournerait autour de nos relations avec les autres, de ce qui a l'ordre, ce qui fait référence au souci d'autrui et à l'émotion. Il me semble que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je crois que oui, c'est à nouveau un intervenant qui a parlé d'une guerre sans fondement entre le marché et le privé. Je suis assez d'accord avec ça, et ça peut aussi s'appliquer. Par exemple, on peut très bien imaginer, et bon, je sais que ça se fait aussi, qu'un couple de personnes âgées puisse être pris en charge par ses propres enfants, mais que l'activité soit rémunérée. Ce qui fait qu'ici, vous conciliez quelque chose qui apparaissait à peu près inconciliable, et pourquoi pas. Alors qu'en général, on est sur des visions extrêmement tranchées et d'opposition entre ces deux aspects. Alors si j'ai encore un peu de temps, je déroule un petit peu ce que Folbre et Nelson questionnent aussi, à partir de cette vision non duale, hein, c'est ça que je voulais dire, non séparée. Comme si effectivement, à partir du moment où vous voyez le marché d'un côté, le soin de l'autre, le care de l'autre, vous allez avoir une très très forte tension qui peut nuire effectivement au bon fonctionnement de l'activité de care. Bien, elles, ce qu'elles font dans un article un petit peu plus récent, c'est tout d'abord de définir l'économie de façon beaucoup plus large. Alors vous voyez qu'on n'est pas du tout chez les économistes orthodoxes, hein, qui vont parler de rationalisation, de maximisation, d'avantages et de coûts et de pondération, d'arbitrage. Une économie qui se dessine comme étant, qui porte sur la façon dont les sociétés se structurent pour pouvoir promouvoir la pérennité et la prospérité de la vie. On est dans une dimension très très proche de l'éthique du care. Et puis un article qui essaie de montrer ce que font effectivement les infirmières et qui tente d'articuler sur la base de la non-séparation, de la non-dualité, cette opposition. Et on va retrouver un argument qui a été donné par ma collègue sur la question de la reconnaissance, qui me paraît assez centrale. Alors, à partir de là, j'ai pas traduit leur tableau, mais on peut le reprendre. Puis je suis pas du tout spécialiste de cela, mais ma collègue a déjà dit beaucoup de choses sur le contenu du travail, notamment de l'aide à domicile, mais ça se réplique aussi chez les soins infirmiers. Et vous voyez que la dualité, c'est effectivement de penser les choses sous deux formes, qui est une activité intellectuelle ou technique et qui apporte une connaissance, et une connaissance qui peut aussi venir d'une activité corporelle chez l'infirmière. Et puis il y a ce qui a de l'ordre de la moralité, qui se répond aussi à la fois du côté de l'esprit et du corps. Donc ici, ce que l'on connaît bien, c'est la tâche à peu près normale dans la première case là-haut, à gauche, la tâche habituelle de l'infirmière qui est un travail technique. De l'autre côté, en bas, il y a un travail qui est de compassion ou d'aide aux familles, qui serait plutôt d'un point de vue moral. Et puis, vous avez les activités de corps. Alors, il y a celle, je crois que ma collègue a parlé des activités de délégation, c'est-à-dire les activités qu'on n'a pas envie de faire, parce que là, du coup, elles sont la source d'une désutilité, et dans l'activité de l'infirmière, effectivement, c'est en lien avec, typiquement, des sons, des excréments, des choses qui ne sont pas forcément très agréables, mais qui font partie du travail, et qui impliquent un degré de modalité, de moralité, parce que ce qui est important, c'est de veiller à la dignité du patient. Donc, c'est une activité qui est autour des personnes qui sont très, très vulnérables. Et puis de l'autre côté, en haut, toujours ici, vous avez cette activité de relationnel qui permet d'avoir une connaissance sur l'état du patient sans que ce soit une mesure technique. Et là aussi, ça a été dit ce matin par Catherine Olivet, c'est effectivement la question de l'émotion qui n'est pas forcément mesurable et qui s'inscrit dans le corps, mais qui donne accès à une sensation, à un état mental du patient, et qui va vraiment être très utile dans l'activité de soins. Alors ce qui permet pour moi
d'aller plus loin au travers du travail de Adams et Nelson, c'est la question finalement du mélange de la rémunération, je suis rémunéré pourquoi, et je suis reconnu pour pourquoi. Et là, je suis pas du tout spécialiste, et là, je pose la question, mais en tout cas, c'est comme ça qu'elles font ce partage. Elles font le rapport entre ce qui est reconnu comme tel et ce qui est reward, c'est-à-dire ce qui est rémunéré effectivement, avec, là aussi ma collègue en a parlé, une reconnaissance symbolique qui n'est pas toujours présente, qui est mixte, y compris parfois, voit-on sur les questions techniques, mais qui n'existe pas sur la question du corps, qui est mixte et aussi sur la question de la désutilité du travail et de la pénibilité. Et puis après, on voit où c'est que la personne aidante, l'infirmière, est rémunérée. Et de leur point de vue, pas très souvent ou très peu souvent, elle est surtout rémunérée pour sa compétence technique. C'est-à-dire une infirmière, c'est quelqu'un qui fait un certain nombre de choses. Mais c'est intéressant parce que ça vient des États-Unis, donc ça s'applique sans doute assez bien aussi en France, mais ça vient d'une culture qui est très très différente sur la question du soin. Et on voit que là où le bas blesse, c'est vraiment qu'il n'y a pas conjonction entre la reconnaissance de ce qui est fait et la rémunération. C'est en particulier le cas sur tout ce qui concerne les aspects relationnels et moraux. Et là aussi, ça permet de répondre à l'argument de Heiss, c'est que si Heiss se trompe, c'est parce que lui ne voit la rémunération que sous une forme très technique, mais si on prenait en compte la reconnaissance, le problème ne se poserait pas du tout. Si effectivement une infirmière était rémunérée sur la base de tout ce qu'elle fait ici, c'est pas l'infirmière intéressée qui viendrait sur le marché, c'est celle qui est capable de faire ça. Donc ici, l'argument porte, me semble, pas mal. Alors voilà, je voulais juste terminer pour reprendre ces différents points. C'est pour quelles raisons le travail est dévalorisé au sens de mal rémunéré. Bon, il est féminin, il crée des bénéfices sociaux qui ne sont pas intégrés dans le salaire de ceux qui pourvoient aux soins. Il donne à contrario une motivation intrinsèque. Alors l'infirmière elle est là parce qu'elle aime son métier, mais ça peut être conçu à tort comme un complément à la rémunération, alors que ça devrait être pris en compte comme un argument supplémentaire de rémunération parce que ce serait une reconnaissance. Et puis quatrième élément, parce que effectivement le travail est incompatible avec le marché, vous avez compris que pour moi, ça serait plutôt l'idée qu'il est perçu comme étant incompatible et que c'est peut-être une question qui peut être en débat. Et je ferai un parallèle avec ce qui m'intéresse, qui est mon objet d'intérêt particulièrement en tant qu'économiste, c'est la question de l'émotion. Je trouve que cette activité de care a vraiment un parallèle important sur la question de l'émotion, où on gère règle générale, mais ça a été dit aussi ce matin, et j'ai beaucoup apprécié cette longue tirade qui ressemblait vraiment à une tirade d'une éthicienne de care. C'est vraiment le fait de dire que l'émotion comme le care s'inscrit dans un relationnel et dans une dynamique qui est très longue et qui fait partie d'une histoire. Voilà. Je vous remercie.